suis Mélina Fatseas, je suis professeure de psychiatrie et d'addictologie à l'Université de Bordeaux. J'ai aussi la responsabilité d'un pôle d'addictologie qui se trouve au CHU de Bordeaux et à Charles-Perrins. Et voilà, j'ai une activité aussi de recherche clinique, donc dans une unité de recherche CNRS. Alors, la neurobiologie, c'est tout simplement, donc c'est une discipline du champ des neurosciences et ça vise à étudier la biologie en fait du cerveau, c'est-à-dire à essayer de mieux connaître et d'étudier le fonctionnement des cellules du cerveau, des neurones, et par exemple comment ces neurones vont se structurer entre eux en réseau fonctionnel pour traiter l'information ou influencer le comportement. Alors tous les travaux dans le champ des neurosciences ont montré le rôle de certaines structures très bien identifiées qu'on appelle, qui forment le système de récompense. Donc on va par exemple avoir un certain nombre de structures comme l'aire tegmentale ventrale, qui est une structure très très importante, le noyau accumbens, donc avec beaucoup de neurones à dopamine qui vont se projeter sur plein d'autres structures, notamment des structures à la fois corticales et sous-corticales. Donc il y a le cortex préfrontal et puis il y a d'autres structures sous-corticales comme l'amygdale, le striatum. Alors, ce qu'on a pu mettre en évidence dans plein de travaux de recherche, c'est vraiment le rôle très important de la dopamine, puisqu'il va y avoir beaucoup de neurones dopaminergiques, en fait, et c'est ces neurones qui vont activer, en fait, tout le système de récompense. Et l'activation de ce système de récompense, ça va être à l'origine d'une expérience initiale, qui est une expérience de plaisir, d'émotions positives, d'euphorie qui va en fait favoriser la répétition en fait du comportement addictif. Mais à côté de la dopamine qui est assez centrale, il y a plein d'autres neurotransmetteurs et qui vont aussi interagir avec la dopamine, comme par exemple le système endocannabinoïde, le système opioïde, mais également le GABA, le glutamate, ou d'autres neurotransmetteurs, la noradrénaline ou l'acétylcholine. Cet effet renforçant, ça va être vraiment cet effet initial qui va être finalement à l'œuvre dans le pouvoir un peu addictif des substances. Donc c'est une expérience de gratification, de récompense plaisante pour l'individu. Au fur et à mesure de l'exposition aux substances, en fait, cet effet positif initial va petit à petit évoluer par des adaptations secondaires au niveau du cerveau avec un tableau qui va être de plus en plus prédominé par finalement des émotions plutôt négatives et vraiment une souffrance de l'individu. Une avancée majeure, ça a été justement d'identifier tous ces neurotransmetteurs et tous ces systèmes neurochimiques qui sont impliqués dans le développement des troubles et finalement de connaître d'autres systèmes que la dopamine, avec en particulier des systèmes impliqués dans la régulation des émotions ou la réponse au stress, qui sont des systèmes qui vont être extrêmement altérés par l'addiction. Et aussi, à côté de ça, de bien comprendre que ce sont des phénomènes, des systèmes qui vont être perturbés, mais de manière durable. C'est-à-dire qu'ils vont persister à distance de l'arrêt. Et donc, tout ça, ça permet de comprendre l'addiction comme une maladie chronique. Et c'est extrêmement important dans les prises en charge. Ça veut dire qu'on va vraiment développer des prises en charge qui dépassent le seul cadre du sevrage, avec une temporalité qui est une temporalité longue, qui va viser plutôt le rétablissement sur un certain nombre d'années et d'éviter les rechutes. Alors on peut utiliser des études donc cliniques chez l'homme en utilisant la neuroimagerie, par exemple de l'IRM fonctionnel. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça va nous permettre d'identifier l'activité des structures cérébrales en situation, par exemple, d'exposition aux substances et de les comparer au sujet contrôle. Et puis aussi, on peut étudier les circuits neuronaux, c'est-à-dire la connectivité entre différents réseaux de neurones
et de cibler ceux qui vont être particulièrement impliqués dans la rechute et également dans l'expérience de craving qui correspond à l'envie incontrôlable d'utiliser l'objet d'addiction. Effectivement, vous aviez posé la question des méthodes qu'on utilisait chez l'homme. Je vous ai cité certains exemples. Mais parallèlement à ça, on a aussi tout le champ des modèles animaux. Donc, c'est la recherche préclinique. On va pouvoir tester des hypothèses très, très spécifiques qui vont cibler certaines structures du cerveau, qui vont cibler certains neurotransmetteurs. Ou bien aussi, on peut tester l'effet de nouvelles molécules, de nouveaux traitements sur certains neurotransmetteurs ou certaines régions du cerveau. Mais en aucun cas, les modèles animaux ne peuvent totalement se calquer au comportement humain qui est bien plus complexe, qui va mobiliser plein de dimensions en interaction avec l'environnement. Les modèles animaux vont pouvoir mettre en évidence et tester expérimentalement des modèles de stress précoce chez les animaux et de pouvoir montrer à quel point des stress précoces peut rendre l'animal plus vulnérable à des modèles d'addiction. Le cerveau, c'est un organe complexe en maturation et qui va se développer jusqu'à l'âge adulte, en fait. Alors plus c'est précoce, enfance, adolescence, plus ça peut effectivement perturber finalement le développement cérébral et rendre les personnes plus vulnérables ensuite aux addictions. L'addiction, c'est une maladie, un trouble complexe, donc c'est vraiment, on va pas pouvoir identifier un seul facteur, ça va être vraiment une multitude finalement de facteurs de vulnérabilité qui vont générer l'addiction. Alors par contre, il y a une dimension potentiellement génétique à l'addiction. Il y a beaucoup de recherches dans le champ de la génétique qui ont pu montrer effectivement que des variations de gènes codants pour certains récepteurs justement du système de récompense, ça pouvait augmenter le risque pour ces individus de développer une addiction. Mais en un seul, ça ne va pas être le seul facteur. Je crois que c'est difficile de dire qu'on va avoir un chef d'orchestre et une cible préférentielle dans la mesure où il y a beaucoup d'interrelations et d'intrications étroites entre les différents systèmes et qu'il va y avoir aussi des différences potentiellement individuelles et des différences en fonction des substances. Ce qui peut être intéressant aussi comme piste, c'est d'identifier les réseaux neuronaux qui sont impliqués, par exemple, dans certains symptômes comme le craving, mais qui peuvent être aussi impliqués dans la rechute, comme par exemple, on a les réseaux autour du contrôle et autour du cortex préfrontal, et des méthodes et des approches aussi non médicamenteuses avec de la neuromodulation non invasive pourraient permettre aussi un peu de cibler ces réseaux. En attendant d'autres contenus, abonnez-vous à la chaîne, au rendez-vous directement sur le site mathdigital.fr.